Le cyberespace en feu, comment la prochaine guerre mondiale commencera sans un seul soldat. Le champ de bataille invisible, fermez les yeux une seconde. Imaginez que vous vous réveillez un matin, et que plus rien ne fonctionne. Plus d'électricité. Plus d'eau courante. Plus de réseaux téléphoniques. Plus d'Internet. Les distributeurs automatiques sont vides, les caisses des supermarchés ne s'ouvrent pas, les hôpitaux fonctionnent au générateur de secours, les feux de circulation sont éteints, les trains sont immobilisés, les avions cloués au sol. Ce n'est pas une attaque nucléaire. Ce n'est pas une invasion militaire. Il n'y a pas un seul soldat ennemi sur votre territoire. Pourtant, votre pays est paralysé, vaincu, sans avoir tiré un seul coup de feu. Bienvenue dans la guerre du cyberespace. Nous vivons aujourd'hui la plus grande révolution militaire depuis l'invention de la poudre à canon. Pendant des millénaires, la guerre était une affaire de territoire, de soldats, de canons. Puis est venue la guerre aérienne, qui a ajouté une troisième dimension. Aujourd'hui, nous entrons dans la quatrième dimension, celle du code, des algorithmes, des virus et des logiciels malveillants. Le cyberespace est devenu le cinquième domaine de la guerre, après la terre, la mer, l'air et l'espace. Et c'est probablement le plus dangereux de tous, parce qu'il est invisible, qu'il ne connaît pas de frontières, et que personne ne sait vraiment comment l'arrêter. Les grandes puissances, États-Unis, Russie, Chine, Iran, Corée du Nord, ont toutes constitué des armées de hackers, des commandements cyber, des arsenaux de logiciels malveillants capables de pénétrer les réseaux adverses et de les détruire de l'intérieur. Nous sommes assis sur une poudrière numérique, et nous ne le savons même pas. Dans cet épisode, nous allons explorer les coulisses de cette guerre silencieuse. Nous allons rencontrer les acteurs de l'ombre, décortiquer les plus grandes attaques de l'histoire, et imaginer ce que serait une guerre cyber totale. Une guerre où les premières victimes ne seraient pas des soldats, mais des civils, des hôpitaux, des centrales électriques. Une guerre qui pourrait plonger des nations entières dans le chaos en quelques secondes. Les origines, Stuxnet et le réveil des puissances. Pour comprendre où nous en sommes, il faut revenir à 2010. Cette année-là, un vers informatique d'un nouveau genre est découvert presque par hasard par des chercheurs en sécurité. Son nom, Stuxnet. Et il va changer le monde. La première arme cyber capable de tuer. Stuxnet n'était pas un virus ordinaire. C'était une arme de destruction physique déguisée en code. Sa cible, les centrifugeuses iraniennes d'enrichissement d'uranium à Natanz. Conçue conjointement par les États-Unis, Opération Olympic Game, et Israël, Stuxnet a pénétré le réseau iranien, soi-disant isolé du reste du monde, en utilisant des clés USB infectées. Une fois à l'intérieur, il a fait des choses d'une sophistication inouïe. Il a pris le contrôle des automates programmables qui régulent la vitesse des centrifugeuses. Il les a fait tourner trop vite, puis trop lentement, de manière erratique, détruisant progressivement près d'1 millier de centrifugeuses. Pendant ce temps, il renvoyait aux opérateurs des signaux normaux, leur faisant croire que tout allait bien. Pour la première fois dans l'histoire, du code informatique avait causé des dommages physiques, détruit du matériel, et potentiellement retardé un programme nucléaire. Stuxnet a été le Big Bang de la cyberguerre. La course aux armements qui a suivi. La révélation de Stuxnet a eu deux effets. D'un côté, l'Iran a compris qu'il était vulnérable et a lancé un programme cyber-offensif massif, qui allait donner naissance à des attaques comme celle contre Saudi Aramco en 2012, où 30 000 ordinateurs ont été effacés d'un coup. De l'autre côté, toutes les grandes puissances ont accéléré leur programme. Les États-Unis ont créé le Cybercom, le commandement cyber, doté de milliers de personnes et de budgets colossaux. La Chine a intégré la guerre numérique dans sa stratégie de conditions de vaincre et a développé des unités comme la UNI 61398 de Shanghai, tristement célèbre pour ses attaques contre des entreprises américaines. La Russie a fait du cyber un outil central de sa doctrine de guerre hybride, utilisant les hackers comme prolongement numérique de son armée. L'arsenal invisible, les armes du cyberespace. À quoi ressemble l'arsenal d'une cyberarmée ? Ce ne sont pas des missiles ou des chars. Ce sont des lignes de code, des programmes, des logiciels malveillants, chacun conçu pour une mission spécifique. Les malwares, les chevaux de Troie du XXIe siècle. Il existe des milliers de variétés de malware, mais on peut les classer en quelques grandes familles. Les ransomware sont devenus les plus célèbres. Ils chiffrent les données d'une organisation et exigent une rançon pour les libérer. En 2021, l'attaque contre Colonial Pipeline, qui fournissait en carburant toute la côte et des États-Unis, a paralysé des milliers de stations-service.
Une simple faille dans un mot de passe a suffi à bloquer un PAN entier de l'économie américaine. Les WIP sont plus brutaux. Leur seule mission, effacer, détruire, rendre inutilisable. NotPetya, en 2017, déguisé en ransomware, était en réalité un WIP conçu pour frapper l'Ukraine. Il a causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts dans le monde entier, touchant des entreprises comme Maersk ou FedEx. Les botnets sont des armées d'ordinateurs infectés, contrôlés à distance. Ils peuvent être utilisés pour lancer des attaques massives, les fameuses DDoS, déni de service distribué, qui submergent un site ou un service de requête jusqu'à le faire tomber. Les vulnérabilités 0D, lors du cyberespace. Les 0D sont des failles de sécurité inconnues des éditeurs de logiciels. Personne ne sait qu'elles existent, donc personne ne peut s'en protéger. Les découvrir et les exploiter est le saint graal du cyberespionnage. Des entreprises privées, comme les courtiers en vulnérabilité, achètent ces failles pour les revendre à des gouvernements. Une 0D sur iOS peut valoir plusieurs millions de dollars. Les grandes puissances en accumulent, les gardant secrètes pour les utiliser au moment crucial, comme des munitions qu'on garde pour le jour J. Les APT, les groupes de hackers d'État. Dans le cyberespace, on ne parle pas d'armée, mais d'APT, Advanced Persistent Threats. Ce sont des groupes de hackers, souvent liés à des États, qui mènent des opérations de longue durée, sophistiquées, ciblées. APT-28, FenCyber, lié au GRU, le renseignement militaire russe. Accusé d'avoir piraté le Parti démocrate américain en 2016. APT-38, Lazarus Group, lié à la Corée du Nord. Auteur du vol de 81 millions de dollars à la Banque centrale du Bangladesh. APT-1, lié à l'armée chinoise. Pendant des années, il a siphonné des téraoctets de données industrielles et militaires américaines. Les infrastructures critiques, le talon d'Achille des nations modernes. Le vrai danger du cyberespace, ce n'est pas le vol de données. C'est l'attaque contre les infrastructures critiques. Nos sociétés modernes sont des châteaux de cartes numériques. Un seul coup bien placé, et tout s'effondre. Le réseau électrique, le cœur vulnérable. Tout dépend de l'électricité. Les hôpitaux, l'eau, les transports, les communications, tout s'arrête sans courant. Plusieurs pays ont déjà subi des cyberattaques majeures contre leur réseau électrique. En 2015 et 2016, l'Ukraine a été frappée par des coupures de courant causées par des malwares. Des hackers russes ont pris le contrôle des centres de contrôle, ouvert des disjoncteurs, et plongé des centaines de milliers d'habitants dans le noir en plein hiver. C'était un test grandeur nature. Les États-Unis savent que leur réseau est vulnérable. Le Congrès a multiplié les avertissements, une attaque coordonnée contre plusieurs transformateurs clés pourrait priver des régions entières d'électricité pendant des semaines, voire des mois. L'eau, empoisonner des millions de personnes. En 2021, un hacker a tenté d'empoisonner l'eau d'une petite ville de Floride, Oldsmar. Il a pris le contrôle du système de traitement et augmenté la dose d'hydroxyde de sodium, un produit caustique, à des niveaux dangereux. Heureusement, un opérateur a vu l'anomalie et a corrigé le tir. Mais si cela avait réussi, des milliers de personnes auraient pu être empoisonnées. Imaginez une attaque coordonnée contre des dizaines de stations de traitement d'eau, en même temps. C'est une arme de destruction massive silencieuse. Les hôpitaux, tués sans armes. Pendant la pandémie de Covid-19, les ransomware ont frappé des hôpitaux partout dans le monde. Des services d'urgence paralysés, des dossiers médicaux inaccessibles, des opérations annulées. Des malades sont morts à cause de ces attaques, pas directement du virus, mais de l'indisponibilité des soins. Une cyberattaque massive contre le système de santé d'un pays, en pleine épidémie de grippe ou de toute autre crise sanitaire, pourrait tuer des milliers de personnes. C'est une arme de guerre. La guerre hybride, Ukraine, le laboratoire du futur. Si vous voulez voir à quoi ressemblera la guerre de demain, regardez l'Ukraine. Depuis 2014, et plus encore depuis 2022, ce pays est le théâtre d'une guerre cyber permanente, qui accompagne la guerre conventionnelle. Avant l'invasion, la préparation du terrain. Avant même que les premiers chars russes ne franchissent la frontière en février 2022, la guerre cyber avait commencé. En janvier, des dizaines de sites gouvernementaux ukrainiens ont été défigurés. Puis un malware destructeur, Whispergate, a frappé des centaines de systèmes, les rendant inutilisables. Le but était clair, semer le chaos, désorganiser l'administration, démoraliser la population, et préparer le terrain pour l'invasion physique. La guerre cyber n'était pas un substitut à la guerre conventionnelle, mais son avant-garde.
Pendant la guerre, le cyber comme force de frappe. Pendant que les combats faisaient rage sur le front, les hackers russes ont attaqué le réseau électrique ukrainien, les chemins de fer, les télécommunications. Chaque attaque visait à paralyser la logistique et le commandement ukrainien. Mais l'Ukraine a aussi montré que la défense était possible. Avec l'aide de centaines de hackers citoyens, de la Elite Army of Ukraine, et du soutien technique des pays occidentaux, Kiev a tenu. Le réseau a résisté. La leçon est cruciale, une nation résiliente, bien préparée, peut survivre à une guerre cyber. Les dommages collatéraux globaux. Les cyberattaques liées à la guerre en Ukraine ont eu des répercussions mondiales. Le malware industriel Industrier 2, conçu pour cibler le réseau électrique ukrainien, a failli se propager en Europe. Un câble sous-marin en France a été sectionné, provoquant des pannes Internet. La guerre cyber, par nature, ne connaît pas les frontières. La grande peur, l'apocalypse numérique. Imaginons maintenant le scénario le plus terrifiant, une guerre cyber totale entre grandes puissances. Appelons-la la Cyber Pearl Harbor, une expression que les stratèges américains utilisent depuis des années. L'attaque coordonnée. Un matin, sans avertissement, des malwares prépositionnés depuis des mois dans les réseaux critiques américains se réveillent. En quelques minutes, la côte perd son électricité. Les transformateurs haute tension, conçus en Europe et impossibles à remplacer rapidement, explosent. Les communications par satellite sont brouillées. Les systèmes de réservation aérienne s'effondrent. Les trains de marchandises s'arrêtent. Les pompes à eau cessent de fonctionner. À Wall Street, les marchés financiers s'effondrent. Les données bancaires sont corrompues. Plus personne ne peut payer par carte. Les distributeurs automatiques sont vides. La panique s'empare de la population. La réponse militaire. Le président américain est dans le bunker. Le problème, c'est qu'on ne sait pas avec certitude qui a frappé. Les preuves pointent vers la Russie, mais peut-être que c'est un faux drapeau chinois ou iranien. Attendre pour être sûr, c'est laisser le pays s'effondrer. Répondre trop vite, c'est risquer une escalade incontrôlée vers une guerre nucléaire. Le Pentagone recommande une frappe cyber en retour, mais toutes les cibles potentielles sont elles-mêmes protégées. Et si la riposte cyber déclenche une nouvelle vague d'attaques, encore plus violente? Le scénario de l'effondrement. Le pire, dans ce scénario, c'est que la reprise est très lente. Les transformateurs électriques se commandent des mois à l'avance. Les pièces de rechange sont fabriquées à l'étranger. Les équipes de réparation sont limitées. Pendant des semaines, des régions entières vivent sans électricité, sans eau, sans communication. Les hôpitaux fonctionnent avec des groupes électrogènes jusqu'à ce que le carburant manque. Les supermarchés sont pillés. Les forces de l'ordre, débordées, ne peuvent plus maintenir l'ordre. Des zones entières du pays basculent dans l'anarchie. Ce n'est pas une guerre au sens traditionnel, mais ses conséquences sont pires que celles d'un bombardement massif. Les remparts numériques, peut-on se protéger? Face à cette menace existentielle, que font les nations? La réponse est un mélange de technologie, de diplomatie et de résilience. La défense technique. Les pare-feux, les antivirus, la segmentation des réseaux, l'authentification multifacteur, tout cela est la base. Mais les grandes puissances vont plus loin. Les États-Unis ont développé des systèmes de détection d'intrusion en temps réel, capables de repérer une attaque dès ses premiers instants. L'Europe a renforcé ses règles avec le RGPD et la directive NIS sur la sécurité des infrastructures critiques. La Chine a construit son grand firewall non seulement pour contrôler sa population, mais aussi pour protéger ses réseaux des intrusions étrangères. La dissuasion cyber. Comment dissuader quelqu'un de vous attaquer dans le cyberespace? La réponse des grandes puissances est simple, en menaçant de représailles disproportionnées. Les États-Unis ont déclaré officiellement qu'une cyberattaque majeure contre leurs infrastructures pourrait déclencher une réponse militaire conventionnelle, voire nucléaire. C'est la doctrine de la flexible response adaptée au numérique. Le problème, c'est que le seuil de déclenchement est flou. Une attaque contre un hôpital justifie-t-elle une frappe de missile? Où est la ligne rouge? La résilience, la meilleure des défenses. Les experts s'accordent sur un point, il est impossible d'empêcher toutes les cyberattaques. Donc, il faut se préparer à y survivre. C'est la résilience. Cela signifie des transformateurs de secours stockés en plusieurs endroits. Des générateurs de secours dans tous les hôpitaux. Des sauvegardes hors ligne des données critiques.
Des exercices réguliers simulant des cyberattaques majeures. Une population informée et préparée à faire face à des pannes prolongées. La résilience, c'est accepter que le choc aura lieu, et faire en sorte que la société ne s'effondre pas quand il se produira. Le monde d'après. Nous arrivons au terme de ce voyage dans les profondeurs du cyberespace. Ce que nous voyons, c'est un monde qui a changé de nature sans que nous en ayons vraiment conscience. Nos vies, nos sociétés, nos économies, nos démocraties, tout repose désormais sur des lignes de code, des serveurs, des réseaux. Et ces fondations numériques sont fragiles. Les prochaines guerres ne commenceront peut-être pas par le bruit des bots ou le rugissement des avions. Elles commenceront par un écran qui devient noir, par une lumière qui s'éteint, par un silence numérique assourdissant. Elles seront invisibles, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Le cyberespace, c'est nous. Ce sont nos choix, nos sécurités, nos habitudes. Chaque mise à jour que nous installons, chaque mot de passe que nous renforçons, chaque sauvegarde que nous faisons, c'est une petite victoire contre ceux qui veulent nous nuire. La guerre cyber se gagne aussi au niveau individuel. Alors, la question pour vous, vous sentez-vous prêt pour un monde où la prochaine crise majeure pourrait venir non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de vos propres appareils? Pensez-vous que les gouvernements font assez pour protéger les infrastructures critiques, ou sommes-nous assis sur une bombe à retardement numérique? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avez-vous déjà été victime d'une cyberattaque? Comment votre entreprise ou votre administration se prépare-t-elle à ces risques? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Et surtout, changez vos mots de passe. Vraiment. Faites-le maintenant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et prenez soin de vos données. Elles sont peut-être ce que vous avez de plus précieux.